Bonjour tout le monde, on continue toujours notre travail autour de Node.js et plus précisément avec l'API REST. La dernière vidéo, si vous vous rappelez bien, je vous ai montré comment vous pouvez mettre en place ce concept avec donc un objet qu'on a créé au niveau de notre script. Et puis je vous ai montré les différentes requêtes, à savoir l'ajout, la suppression, la modification, la recherche, etc. Et je vous ai demandé de faire le test dans un premier temps sur votre navigateur et par la suite sur votre, si vous voulez, client REST, à savoir le Postman. On va continuer toujours avec ce concept. Cette vidéo, on va la consacrer à l'interfaçage avec Vue.js. On va se mettre dans la situation suivante. Vous allez créer donc une application backend avec Node.js qui s'interface avec une base de données MySQL pour pouvoir manipuler donc des employés, liste des employés, insérer un employé, modifier, supprimer. On va les tester sur le navigateur puis sur le Postman. Par la suite, on est censé consommer donc l'un de ces services sur une application front-end. Du coup, on va la tester sur le framework front-end Vue.js. Donc, c'est l'occasion de vous montrer comment mettre en place ce socle technique, une partie back-end, une partie front-end et comment assurer la communication entre les deux et quelles sont les contraintes qu'on est censé rencontrer, quels sont les problèmes rencontrés pour qu'on puisse les débloquer ensemble. Donc, comme je vous ai dit hier, l'API REST représente une façon moderne qui va assurer la communication entre plusieurs systèmes, plusieurs tiers. Node.js avec son, si vous voulez, framework express et prend en charge ce concept, vu donc pas mal de critères, ce qu'on a vu déjà avec la dernière vidéo, son traitement non bloquant, sa performance, sa scalabilité, et puis les bibliothèques ou bien les packages qui sont disponibles autour de l'écosystème JavaScript, quoi. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va créer aujourd'hui deux applications. Une application back-end à l'aide de la techno Node.js, c'est là où vous allez mettre tous les traitements nécessaires, tous les processus métiers de l'application en quelque sorte. Puis par la suite, on va créer donc notre application front-end qui est censée consommer donc les services qu'on va développer au niveau de back-end et on va voir comment interfacer donc les deux situations. Donc on va commencer par la configuration de serveur. Du coup, je vous demande, donc j'ai déjà préparé l'environnement de travail, donc j'ai un workspace backend sur lequel je suis censé développer avec du Java, si vous voulez, Node.js. Puis vous avez donc votre front-end, là où je suis censé travailler avec le Vue.js. Donc je bascule vers le backend, donc on va créer notre serveur, si vous voulez, en quelque sorte. Alors serveur.js. Bien sûr, on aura besoin de notre express déco. Je déclare une instance vers le module express avec bien sûr le require. Avant de faire quoi que ce soit, on va faire les installations nécessaires. Donc, je lance le terminal. Je vais installer premièrement express. Par la suite, je vais installer NodeMon. Et puis, puisqu'on va communiquer avec une base de données MySQL, donc je vais installer le MySQL. Donc, j'installe par la suite NodeMon, qui va prendre en charge la surveillance de votre fichier serveur.js et des coûts. Il est censé redémarrer le serveur à chaque fois qu'on aura besoin de cette opération. Et puis, la dernière installation, c'est MySQL. Donc, il apparaît bien que pour le moment, on a tous les modules nécessaires pour qu'on puisse développer notre backend. Je reviens à notre script. Je fais appel à mon Express. Je fais appel à mon... je vais utiliser donc un parser, un des parsers, comme on les a déjà vus lorsqu'on a travaillé avec le moteur de template EGS, si vous vous rappelez bien. Je fais appel à require. Donc ça va être des parsers. C'est lui qui va agir sur le corps de la requête, quoi. Puisqu'à un certain moment, lors de l'insertion, on est censé récupérer les données auprès de l'utilisateur, quoi.
Par la suite, donc, on va déclarer notre, si vous voulez, app comme étant une instance de l'objet express. On va définir notre port si vous voulez. On va mettre le port 8181. Bien sûr, donc pour générer le résultat, comme je vous ai montré la dernière vidéo, doit être de type JSON. Donc je fais appel à use. Je fais appel à mon body parser. Et je lui demande de générer donc le résultat format JSON. Et bien sûr, à la fin, je démarre le serveur. Donc à ce niveau-là, démarrage du serveur. On utilise donc le app.listen. J'ai déjà donc mon port. Et puis avec une fonction callback, j'affiche tout simplement que je suis connecté au cours. Donc console.log server http connected at 8181. Voilà donc notre serveur. On va le tester sur le terminal. Je tape la commande apex nodemon server.js. Si tout ça se passe bien, on est censé se retrouver avec ce message, à savoir donc le serveur il est connecté, il se met à l'écoute sur le port 8181. C'est le cas, c'est-à-dire que en termes donc de configuration, le serveur il est là avec la configuration de base. L'étape suivante, c'est la configuration de notre base de données ou quoi. Donc, on va configurer notre base de données. Avant de ce faire, je vous demande de lancer votre, si vous voulez, utilitaire. Ça peut être exemple, WAMP, EasyPHP, MySQL Workbench. Ça dépend de l'outil que vous utilisez pour manager votre base de données. Moi, donc, personnellement, j'utilise pour ce projet l'exemple. Alors, j'ouvre la base de données. On va créer une nouvelle base de données. On va l'appeler par exemple backend. Je mets dedans une table employée et j'insère quelques enregistrements, quoi. Je vais aller vers base de données. Je vais créer une nouvelle base de données qui s'appelle backend. Sur cette base de données, je vais créer une table qui s'appelle employee avec 3 champs. Donc le premier champ, c'est le matricule. Il est int et puis c'est primary key. Le deuxième champ, quant à lui, c'est le nom. Il est donc varchar avec la taille 20 par exemple. Le dernier champ, c'est le salaire avec le type float. J'enregistre. Donc voilà ma table. C'est la table employé qui contient 3 champs matricule complet primaire, il est entier, le nom et puis le salaire. Je vais aller vers donc l'onglet insérer pour ajouter un jeu d'enregistrement. J'ajoute le premier employé, donc employé 1 avec un salaire. J'ajoute le deuxième employé. J'enregistre, j'exécute les requêtes. Si je clique maintenant sur parcourir, j'ai donc la base de données avec le jeu d'enregistrement suivant. Vous avez la base de données backend avec une table employée avec 2 enregistrements pour tester donc les fonctionnalités qu'on est censé développer par la suite. La base elle est là, la table elle est créée, le jeu d'enregistrement il est là, donc on va configurer par la suite, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre base de données. Du coup, sur notre projet backend, je vais créer un nouveau folder, un nouveau dossier qu'on va l'appeler DAO, Data Access Object. C'est là où je vais mettre donc la connexion, quoi. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais l'appeler connection.js. C'est là où je vais mettre la connexion MySQL. Premièrement, je fais appel à la bibliothèque qu'on a installée tout à l'heure, à savoir MySQL. Puis par la suite, je déclare donc une variable qui porte le nom DB, qui veut dire database, qui fait appel à mysql.createConnection. Et à ce niveau-là, je vais définir les différents paramètres. Donc j'ai premièrement le host. Puisqu'on travaille localement, ça va être localhost. Puis vous avez donc le deuxième paramètre, c'est l'user.
Dans notre cas, comme toujours, c'est root. Puis, vous avez donc le password qui est vide. Et puis, on a notre database. Dans notre cas, la base de données qu'on a créée tout à l'heure, c'est backend. Après, donc, on est censé donc établir la connexion. Pour établir la connexion, je fais appel à db.connect. Et à ce niveau-là, donc, on va définir une fonction et un callback, si vous voulez, en quelque sorte. S'il y a des problèmes, donc, on est censé arrêter. Donc, s'il y a des problèmes, on est censé donc faire appel à notre true error. Else, si tout ça se passe bien, on est censé donc sortir un message comme quoi console.log server MySQL connected. Et bien sûr, pour utiliser ce module à l'extérieur, on est censé donc faire appel à notre module .exports et on fait appel à notre variable DB en question. Voilà, la base de données, elle est bien configurée. C'est à ce niveau-là qu'on est censé donc établir la connexion vers MySQL. On passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la configuration de router. Donc, on va créer un dossier route. Donc, au niveau de router, on aura besoin de faire appel à la connexion MySQL qu'on a créée tout à l'heure. On va faire appel à la classe ExpressRouter. Et à ce niveau-là, on va définir donc les différentes routes. Au niveau de notre application, toujours backend, je vais créer un nouveau folder. On va l'appeler router, sur lequel on va créer donc le fichier router.js. À ce niveau-là, on va déclarer donc notre variable DB qui fait appel à require on fait appel à DAO. Pardon, c'est DAO, c'est là où j'avais mis la connexion, /connection. Puis j'aurai besoin d'Express. Je fais appel à require express pour pouvoir utiliser donc le express router. Et puis je déclare mon router qui fait appel à mon express.router. Et bien sûr, à ce niveau-là, je dois définir donc définition des routes. Et à ce niveau-là, bien sûr, il ne faut pas oublier donc l'export dans notre router. Voilà la configuration de départ vis-à-vis notre router, sachant que pour le moment, on n'a aucune route, on est censé les définir par la suite. Bien sûr, donc la route qu'on a mis, une fois que le router il est là, il faut mettre à jour donc le serveur. On va la customiser de telle sorte. On va ajouter donc une autre constante, qu'on va l'appeler router, qui va faire appel à notre require ./router/router. Et puis on va rajouter un autre use. Donc, on va l'ajouter comme étant middleware, comme je vous ai montré à un certain moment, router. C'est-à-dire que automatiquement, il va référencer. Et là, je vous demande de remarquer que les deux serveurs sont en écoute. On n'a aucun problème. Et les différentes interfaçages entre les différentes parties sont déjà pris en charge, quoi. On bascule maintenant à la deuxième situation. C'est qu'on va mettre en place les différentes requêtes. Pour la requête sur la racine, on est censé, donc en quelque sorte, afficher tout simplement un message homepage. Je reviens vers le router. Je vais ajouter la première route avec router.get. Donc on est sur la racine, ça va être /. Il prend en charge un request et puis un response. Donc tout simplement à ce niveau-là, je fais appel à mon response.send homepage. Donc on va tester, donc si vous voulez en quelque sorte, cette URL. Je bascule vers le navigateur. Je tape localhost 8181 et là, si je suis sur la racine, automatiquement, il va donc rediriger l'utilisateur vers le résultat qu'on vient de développer au niveau de route, bien au niveau de path / qui représente la racine.
On bascule maintenant à la deuxième requête. Donc, on va consulter la liste des employés. Pour consulter la liste des employés, au niveau de router, on fait appel à un path qui s'appelle employees. On définit la requête select étoile from employé. On a deux cas de figure. S'il y a des erreurs, on va les afficher sur le console et puis on va envoyer un statut 500 comme étant il y a une erreur interne au niveau de serveur. Sinon, on est censé donc renvoyer le résultat JSON vers le navigateur. Ce qu'on va faire maintenant, au niveau de router, on va rajouter cette route. Donc ici, on peut dire racine. Ici, donc, lister les employés. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour lister les employés, vous êtes censé donc faire appel à votre router.get. On va l'appeler employees. Lui-même, il aura besoin donc de deux paramètres, à savoir un request et puis response. Et on va travailler à ce niveau-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire appel à notre, si vous voulez, puisque là, on a déjà donc le DB. Donc, je fais appel à mon DB. Si vous voulez, query pour exécuter une requête. La requête qu'on est censé donc exécuter, c'est select étoile from employee. Et puis, on attend deux cas de figure. Soit il y a des erreurs, soit il y a un résultat qui sort, si tout ça se passe bien. Et là, on va faire la différence entre les deux. Donc, s'il y a des erreurs, s'il y a donc un problème lors de l'exécution de cette requête, on est censé alors faire la chose suivante. Premièrement, on va lui afficher comme quoi console.log query problème. Et là, on fait appel à l'erreur. Puis par la suite, on va faire appel à notre response.statut. Au niveau de statut, on va envoyer le statut 500, c'est-à-dire qu'on a une erreur interne du serveur. Et puis, on va faire appel à notre send problem server. Sinon, s'il n'y a pas d'erreur, on est censé faire appel à response.json. Et là, je fais appel à mon résultat qui est le result. Donc voilà la première requête qu'on vient de mettre en place. Il va demander l'exécution de select étoile from employee. On a deux cas de figure. S'il y a des problèmes, on s'arrête à ce niveau-là tout en envoyant le statut 500 et puis un message problem server. Sinon, on est censé retourner le résultat format JSON. On va tester donc si vous voulez le test, on va le faire sur le navigateur et puis sur le Postman. Je reviens ici après avoir enregistré donc la requête qui permet de lister tous les employés. Je bascule vers le navigateur. Alors j'ajoute /employees. Et là, donc je vous demande de remarquer que automatiquement, il vient de m'afficher le résultat JSON concernant le premier employé qu'on a créé tout à l'heure, c'est celui-là. Un employé 1 6000 et le deuxième avec deux employés 2 6700. Si je bascule vers Postman, je vais récupérer donc cette URL. Je vais choisir la méthode get, voilà. Je vais mettre en place, l'URL. Et là, donc, comme tout à l'heure, vous allez voir que automatiquement, il est censé m'envoyer donc le résultat comme il faut. Donc, on va basculer, on va continuer notre travail sur les autres requêtes. On va travailler maintenant sur la requête qui permet d'ajouter un employé. C'est le même principe, sauf que on va créer donc un objet qui contient request body, qui contient les paramètres de corps de la requête. Puis on va faire appel à insert into employee. On lui donne l'objet en question. Même chose, s'il y a des problèmes, on est censé donc s'arrêter à ce niveau-là. Sinon, on va envoyer le statut de 101 comme quoi l'insertion est bien déroulée, avec un message comme quoi que l'insertion se déroule comme il faut. Ce qu'on va faire alors, au niveau de notre backend toujours, donc je vais récupérer cette URL.
Voilà. On va travailler ensemble sur l'insertion, insérer un employé. Alors la méthode, ça va être post. Bon, je vais l'appeler par exemple insert. À ce niveau-là, vous êtes censé donc premièrement déclarer un objet qu'on va l'appeler donc en quelque sorte const new employee. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Pardon, ça va être new employee. On va récupérer les paramètres de la requête. On passe par request.body. Par la suite, on va faire appel à notre requête d'insertion, insert into employee set. Et là, il attend donc un objet à insérer. Ce qu'on va faire alors, c'est que l'objet qu'on vient d'insérer, c'est le new employee. Donc, s'il y a de problèmes, on est censé donc dire au système qu'en quoi qu'il y a un problème. Query insert problem. Et ici, c'est problème serveur. Sinon, dans le cas contraire, ça va être le statut 201. Et puis, on est censé donc dire qu'en quoi employee inserted. Et j'enregistre. Pour l'ajout, je répète, je suis censé donc préparer un objet qui contient le corps de la requête. Je vais insérer via insert into employee set. Il attend cet objet, il va récupérer ses valeurs. Au cas où il y a un problème, on s'arrête avec un statut 500. Sinon, on va donc afficher ou bien envoyer qu'en quoi employee inserted avec le statut de 100. On va tester ça sur Postman. Alors, je reviens vers Postman. Je choisis donc la méthode, c'est la méthode post. Voilà. Ici, donc, ça va être insert. Et là, donc, au niveau de body, comme la dernière vidéo, je vais choisir Reo. Assurez-vous que vous êtes sur JSON. Et là, je donne les valeurs. Donc, à ce niveau-là, j'ai donc mat 2.c3, virgule. Deuxième champ, quant à lui, c'est le nom. 2 points. Donc, je mets par exemple, donc ici, il faut faire attention, tout sera délimité avec. Alors, le nom, ça va être employee 3. Et puis, le troisième champ, quant à lui, c'est le salaire. Je mets 5900 par exemple. Donc, voilà le corps de notre, si vous voulez, en quelque sorte, de notre requête. Le matricule, on a mis 3, employee 3, et puis le salaire 5900. J'ai choisi la méthode post. Le path insert. Je clique par la suite sur send. Alors, si tout ça se passe bien, comme on a demandé tout à l'heure, elle est censée m'afficher employee inserted. Quand je consulte la base de données, je clique sur parcourir. Il apparaît bien que l'élément est déjà là. Et la même chose quand on consulte donc à partir de path employee. Supposons maintenant que je demande au système, sachant que le matricule est primary key, si je lui demande de rajouter à nouveau le même ID. Quand je clique sur send, alors là, il va me dire qu'en quoi il y a donc le statut 500, il y a un problème au niveau du serveur, des cons, il ne peut pas ajouter puisque le 3, c'est clé primaire. Donc, il apparaît bien que l'insertion passe sans aucun problème. La requête suivante, quant à lui, c'est la modification ou bien la mise à jour. Comme l'ajout, j'aurai besoin donc d'un objet qui s'appelle update employee sur lequel je récupère le body. Je dois modifier selon le matricule. L'ID pour nom, c'est le matricule. Et là, donc, on va faire un update selon l'ID. Et le reste, c'est pareil. Donc, s'il y a un problème, donc on est censé afficher en quoi il y a une erreur au niveau de serveur. Sinon, donc, ça va être employee updated. Alors, on revient vers notre application backend. Alors, je vais récupérer, donc, si vous voulez, cette requête. Alors ici, pourquoi il cause des... De toute façon, on rajoute celui-là et puis on revient là-dessus. Ici, donc, c'est modifier
un employé. Ça, c'est l'erreur de tout à l'heure, comme quoi on peut pas insérer, donc, je crois, un enregistrement dont l'ID contient donc la même valeur ou quoi. Parce que c'est l'erreur qui vient du 3 ou quoi. Comme quoi, c'est pas possible. Alors, j'ai rajouté maintenant pour modifier employé. La méthode, ça va être put. On va appeler update. Je récupère donc le body, ça c'est numéro 1. Deuxième des choses, je dois récupérer donc l'ID à partir de paramètres. Donc à ce niveau-là, ça va être const en quelque sorte. Bien sûr, donc quand je veux modifier, il faut mentionner l'ID. Du coup, j'ajoute donc un matricule. Et là, donc on déclare un mat qui est égal à request.params.mat pour récupérer le matricule. Après, on va lui dire update employee pour la mise à jour, bien sûr. Update employee set where matricule est égal point d'interrogation. Ici, donc, je vais appeler cet objet-là, pardon, update employee. L'autre, c'est mat. Donc, ici, je mets, puisque là, il attend donc deux paramètres. Bah, ici, ça va être update employee. Donc, je vais délimiter les deux paramètres par des crochets. Et le deuxième paramètre, quant à lui, c'est le mat. Comme ça, donc il va remplacer le premier point d'interrogation par cet objet, le deuxième point d'interrogation par le deuxième objet. S'il y a des problèmes, on va dire query update problème. Sinon, on est censé dire employee updated. Voilà les modifications, bien la partie qui permet de faire la modification. Ce qu'on va faire par la suite, c'est que je bascule vers Postman, je vais choisir la méthode put. Je vais choisir donc la méthode update slash. Je vais modifier par exemple le salaire et le nom concernant l'employé numéro 3. Je mets ici l'ID de l'employé en question. Ici donc je mets new name à titre d'exemple. Je mets un autre salaire, 7200 par exemple. Alors une fois que je clique sur Send, vous allez voir que automatiquement il va nous générer employee updated. Sur la base de données tout à l'heure, c'était employé 3 et puis 5900. Quand j'actualise, vous allez voir que je me retrouve avec les modifications effectuées au cours. La dernière requête qu'on va créer par la suite, c'est la requête concernant la sépression. C'est le même concept, sauf que ici on a une requête delete à la place de update. Et bien sûr, on va supprimer selon l'ID. Pour notre cas, c'est le matricule. Ce qu'on va faire alors, c'est qu'au niveau de notre application toujours, je vais créer une nouvelle route. On va l'appeler supprimer un employé. Donc j'ai plus besoin de cet objet-là pour le moment, puisque j'ai besoin seulement de matricule. Donc, je vais l'appeler delete. Je change même la méthode, ça va être delete. Alors, delete from employee where mat est égal. J'aurais besoin tout simplement des matricules. Donc, j'enlève ça et je garde que le mat. Ici, donc, query delete problème. Sinon, si tout ça se passe bien, on va faire appel à delete. Celui-là, il attend tout simplement donc le matricule. Je reviens vers le Postman et on va supprimer, si vous voulez, donc le troisième enregistrement. Je fais appel à delete. Et là, donc, quand je clique sur Send, alors là, il faut faire attention, c'est delete. Je n'ai pas changé donc la méthode encore. Une fois que je clique sur Send, vous allez voir qu'il va m'afficher Employee Deleted. Quand j'actualise, donc j'avais auparavant le 3 à ce niveau-là, quand j'actualise, là j'ai plus le 3
niveau de l'application. Donc, il apparaît bien que pour le moment, le back-end contient toutes les fonctionnalités nécessaires dont on a besoin pour couvrir les différents besoins au niveau de front-end. On vient de créer donc la liste des employés, un script pour insérer, un autre script pour modifier et le dernier pour supprimer. On passe maintenant à l'étape suivante. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la partie back-end est déjà mise en place via donc le Node.js. Maintenant, on va développer la partie front-end et on va donc assurer l'interfaçage entre les deux. Au niveau de la partie front-end, on va la faire avec le framework Vue.js, qui représente un framework JavaScript. On peut le comparer avec Angular, React, etc. Donc, il est largement utilisé pour construire des interfaces utilisateurs qui sont interactives et réactives. Donc, il est reconnu par sa simplicité, flexibilité et sa performance, comme on va voir tout de suite. Il se base lui-même sur la notion de composants, sur la notion d'une architecture qui est modulaire. Une fois qu'il est mis en place, il est capable de faire appel à d'autres tiers pour satisfaire ses différents besoins. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va installer ce qu'on appelle le CLI, Command Line Interface. Donc, une fois qu'on installe donc le CLI de Vue.js, automatiquement, on aura la possibilité par la suite de travailler avec cette, si vous voulez, framework. Je fais appel à Getpatch, puis je tape la commande npm install, le G qui veut dire global, -G pour l'installer d'une façon globale, /view/CLI. Commande line interface qui va vous permettre d'avoir un ensemble de commandes pour manager vos projets Vue.js. Donc on fait appel à cette commande-là pour qu'elle puisse installer, c'est install. Donc il est censé donc par la suite lancer l'installation. Une fois l'installation est déclenchée, alors le npm install, là on attend que le système puisse installer donc le projet. Une fois que le Vue.js sera installé sur la machine, l'étape suivante sera la création d'un nouveau projet donc Vue.js. Dans ce projet-là, donc, on va essayer de s'interfacer avec le back-end qu'on a créé tout à l'heure autour de Node.js. Une fois que l'opération s'effectue, on va donc faire les tests nécessaires pour s'assurer qu'on peut envoyer une requête de cette partie front-end vers le back-end et de retour recevoir un résultat pour la communiquer avec l'utilisateur. Donc, en attendant l'installation de Vue.js. Donc je tape le Vue-V. Sinon, il me dit vous pouvez faire appel à -version. Et comme ça, donc il vient de me dire donc voilà la version qui est installée sur ma machine. C'est-à-dire que maintenant, j'ai la possibilité donc de créer des projets, donc en quelque sorte Vue.js et manipuler donc ces différents composants. Donc pour créer le projet maintenant, je reviens avec vous ici vers la partie front-end. Voilà. Je lance le terminal. Et à ce niveau-là, donc, je vais taper la commande Vue create. Et je donne le nom de projet. On va l'appeler front-app. S'il y a des problèmes au niveau de cet élément-là, je vais changer tout simplement, donc, en quelque sorte, je bascule vers le Gitpatch. Je change donc le terminal. Du coup, ça va être Vue create front-app. Automatiquement, il est censé donc créer un nouveau projet qui porte le nom
front app sur lequel il va mettre le squelette de notre framework. Par la suite, on est censé donc ouvrir ce dossier qui porte le nom front app et puis travailler là-dessus, quoi. Donc ici, on va choisir donc tout ce qui est default. Use npm. On aimerait bien utiliser donc npm, sinon donc il y a un autre élément de dépendance, à savoir le yarn. Bah, automatiquement, il va faire le nécessaire et puis il va installer le projet au niveau de notre application, quoi. Et je lui demande de remarquer la présence de dossier donc front app. Donc il va mettre en place tout le nécessaire pour qu'on puisse avoir donc le squelette de l'application de base. Et par la suite, on est censé exécuter donc l'application. Et par la suite, il faut donc la customiser pour qu'elle puisse communiquer avec la partie back-end qu'on a développée autour de Node.js, quoi. Donc, il vient de faire le nécessaire pour installer tous les éléments. Bah, avec le npm, il va aller chercher toutes les dépendances pour les mettre au niveau de notre application pour qu'on puisse, si vous voulez, développer les différents composants au fur et à mesure selon les besoins et selon le contexte de dev sur lequel on travaille, quoi. Voilà, donc il est en train d'installer les bibliothèques comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vais demander de remarquer la présence de Node Module. Bien sûr, pour faire des Angular, de Vue.js, de React, on est censé donc avoir le Node.js et le npm ou bien le gestionnaire de dépendancières sur le poste. Alors, tout est bien installé sur notre repository local. Et là, donc voilà la structure de notre projet. Vous avez donc le node module sur lequel il est censé mettre tous les modules. Vous avez public, c'est le même fichier qu'on a utilisé avec le même dossier avec Express qui est censé mettre en place tout ce qui est statique, des HTML, des images, des CSS. Nous, on les a utilisés avec les CSS. Puis vous avez donc SRC source, c'est là vous allez passer donc le développement de votre application. Puis vous avez donc les fichiers de dépendance, à savoir le package.json qui contient toutes les dépendances, la configuration Vue.js, ainsi de suite. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que au niveau de terminal, donc je bascule vers un autre, si vous voulez, je crois que l'installation est bien en place, voilà. Ce qu'on va faire par la suite pour s'assurer que le projet est en écoute, c'est qu'on va lancer, on va exécuter le projet. On tape la commande npm run serve qui permet de déclencher le serveur qui va déployer l'application en question. Je clique sur npm run serve. Alors ici, il vient de nous dire qu'en quoi il y a un problème. Alors, pourquoi il peut pas? Alors tout simplement, c'est normal puisque là, je suis pas à l'intérieur du dossier ou quoi. Il faut que je tape front cd.frontapp. Par la suite, je peux taper la commande npm run serve. Comme ça, donc ça va marcher. Donc il va faire appel à notre vcli, puis il va nous communiquer donc en quelque sorte le numéro de port sur lequel il va se mettre à l'écoute. Il est en train de préparer le serveur. Une fois le serveur est préparé, on est censé donc avoir le numéro de port ainsi que l'URL en général. Voilà, donc il se met à l'écoute sur le port 8080. Donc on va récupérer donc cette URL. Je l'ouvre sur le navigateur. Et là, donc il va m'afficher la page principale de Vue.js. Welcome to Vue.js app.
avec donc de la doc et avec des forums, machin, etc. C'est-à-dire que l'application et le serveur, il se met à l'écoute sans aucun problème. Alors, ce qu'on va faire par la suite, si je reviens avec vous vers l'application backend, dans le SRC, on a cette page AppView. C'est lui qui est censé donc afficher donc le résultat que je vous ai montré tout à l'heure, puisque lui, il utilise donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la plupart des frameworks orientés front-end, ils se basent sur la notion de composant. Un composant, c'est quoi? C'est une template, c'est une logique applicative, c'est un style. Donc, au niveau de component, on a déjà donc un component qui contient donc un fichier Hello World qui contient la template en question, ainsi que le script ou bien la logique applicative. Ce fichier-là, il est appelé au niveau de AppView. Ben, nous, ce qu'on va faire alors, notre objectif, c'est quoi? C'est s'interfacer avec le backend Node.js. C'est pour ça, donc, l'étape suivante, ça va être la question comment assurer, donc, si vous voulez, en quelque sorte, l'interfaçage à partir de notre application front-end qui est développée avec si vous voulez, en quelque sorte, Vue.js et notre application backend autour de Node.js. Alors, il y aura plusieurs méthodes pour assurer cette communication. Parmi donc les API populaires, c'est le Axios. Alors, ce qu'on va faire alors, c'est que on va utiliser donc un module, bien une bibliothèque Axios, qui représente un client HTTP populaire, donc basé sur des promesses et qui arbore une API facile à utiliser, peut être utilisée à la fois dans le navigateur et puis Node.js. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de l'application front-end, on va installer donc le Axios. Pour ce faire, je reviens vers notre projet front-end et je fais appel à npm install Axios. Alors, une fois qu'il est installé autant que module au niveau de notre projet, bah, on peut l'utiliser pour lui demander d'aller demander l'exécution d'une requête auprès de notre backend de code. À ce niveau-là, pour accéder au service, on est censé donc utiliser import Axios from Axios. C'est l'équivalent de require qu'on a vu au niveau de Node.js. Et puis, on va développer une méthode qui fait appel à la méthode d'envoi, puisque le test qu'on va faire pour le moment va récupérer tous les enregistrements. Dès qu'on va faire appel à http localhost 2.81.81/employees. Ce qu'on va faire alors, c'est que on va customiser notre fichier AppView. Donc, on va customiser ce fichier-là pour ce faire, ou bien on va customiser notre fichier Hello World, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour rester dans le cadre de composants. Je reviens avec vous ici, puisque au niveau donc de cette application, on fait appel à cet élément-là. Okay? Ce qu'on va faire alors, au niveau de vue AppView, on va changer, on va mettre à jour la template, on va mettre à jour notre script si vous voulez. Pour le moment, on va mettre tout simplement un div, ok? À titre d'exemple. Pour le moment, on va mettre tout simplement un div. On va rajouter un tableau par la suite, mais pour le moment, on aimerait bien tout simplement assurer la communication entre les deux. Au niveau de notre script, bah, on est censé définir notre script à ce niveau-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer Axios. On va importer Axios from Axios. Import Axios from Axios. Et puis, ce qu'on va faire par la suite, au niveau de notre script, on est censé donc développer notre, si vous voulez, méthode quoi. Donc, à ce niveau-là, on est censé définir notre traitement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour notre traitement, on va mettre en place donc une fonction qu'on va l'appeler connect par exemple. Alors, cette fonction-là, qu'est-ce qu'il est donc, il permet de accès à notre, si vous voulez, URL quoi. Donc, je fais appel à mon Axios.get. Donc, l'URL pour notre cas, c'est http://localhost. C'est l'URL de notre backend de quoi 2.81.81/
employees. Ça, c'est notre URL. Alors lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ce module utilise les promesses. Du coup, à ce niveau-là, on va lui dire then, si tout ça se passe bien, sur le console, on va afficher le résultat. Donc then, si tout ça se passe bien, sur le console, on va retourner un response qui contient le résultat en question. Ce qu'on va lui dire, console.log response.data. Catch, s'il y a un problème, on est censé la capturer par error. Et à ce niveau-là, on est censé donc dire console.log error. Et là, on fait appel à notre error en question. Voilà ce qu'on va faire au niveau de notre application. C'est que, au niveau de notre application, donc ce qu'on va faire, c'est que on va définir un div au niveau de template. Au niveau de script, on va importer donc Axios from Axios. Voilà. Et puis, on va développer la méthode connect. Qu'est-ce qu'il permet de faire? Il va demander à Axios d'envoyer une requête vers l'URL. Ici, j'ai oublié les simples codes. L'URL, donc, localhost 2.8080, c'est celui-là. On peut le récupérer même à partir d'ici. C'est donc des localhost 8181 et puis employee avec get. Et puis par la suite avec then. Si tout ça se passe bien, on est censé donc dire qu'en quoi que récupérer le résultat avec response data. Au cas où il y a un problème, on est censé donc faire appel à ce problème. Donc je crois au niveau de navigateur, le système nous a signalé des exceptions. C'est normal puisque là j'ai utilisé deux simples codes. Alors j'enregistre. Quand je reviens ici, donc le système il affiche aucune erreur, donc la page est vierge puisqu'on n'affiche rien. Quand je vais aller vers l'inspection, qu'est-ce que ça donne? Je vais aller vers console. Alors là, sur le console, on voit bien que le système, il nous affiche donc là l'information suivante. Alors. Alors, je reviens avec vous vers notre application backend. Le front-end est toujours opérationnel, je crois. Donc, si je reviens ici, je crois que avec le 8181 employé, on a les enregistrements en question. Si je reviens ici, alors le système, il me dit qu'en quoi? Qu'il y a un problème quelque part. Dans ce cas-là, avant d'aller plus loin, j'arrête le serveur et puis je le relance à nouveau. Bien sûr, maintenant il n'y a rien, donc je relance le serveur à nouveau avec npm run serve. Donc le serveur il se prépare, il va se mettre à l'écoute sur le port en question. Je reviens à la page, j'actualise. On va vérifier la syntaxe qu'on a mis en place au niveau du script. On a donc notre script qui permet d'importer donc le Axios from Axios. Puis on a le export default sur lequel on a mis notre méthode connect. Cette méthode il fait appel à Axios get. HTTP donc localhost 2.8181 employee. Puis si tout ça se passe bien, on est censé avec le console faire appel à response data. S'il y a des problèmes, on est censé donc faire appel à cet élément-là. Alors, j'enlève pour le moment tout ça, sachant que c'est pas lui qui est censé donc causer. Donc la modification est bien prise en charge. Alors,
que si je reviens vers le fichier principal, à savoir le main.js, pour lui a du mal pour monter donc l'application. Sinon, donc je vais changer tout simplement le connect par mounted pour lui dire monter l'application. Donc j'actualise maintenant pour vérifier. Je crois que c'est bon pour le moment. J'ai d'autres erreurs. Pourquoi j'avais fait cette modification? Bah, tout simplement, je reviens avec vous ici, puisque quand j'ai consulté donc le main.js, bah, il a déclenché une erreur au niveau de la ligne 4. Bah, du coup, il attend un certain montage de l'application. Du coup, j'ai changé le nom Connect par Mounted. Mais là, je me demande de remarquer que, malgré cette modification qu'on vient de faire, le système il nous dit qu'en quoi? Access to XML HTTP request at HTTP localhost 8181 employ from origin HTTP localhost 8080, ok, been blocked by cross policy. On n'a pas le droit, à partir de cette URL localhost 8080, d'accéder à la ressource localhost 8181. Donc, pour débloquer cette situation-là, donc il me dit qu'en quoi il y a une erreur field. Pour débloquer cette situation, il faut donner, pardon, l'autorisation à notre application front-end pour utiliser donc les services développés au niveau de back-end. Pour ce faire, pour débloquer cette situation, donc le cross qu'on vient d'avoir ici, donc ça vient de Access Control Allow Origin, il faut que Node.js nous donne le droit pour accéder à ces différentes requêtes. Pour débloquer cette situation, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, premièrement, on va installer le module CORS plutôt au niveau de notre application. Je reviens ici vers le backend maintenant. On va installer avec donc npm install CORS. Puisque c'est lui qui va donner le droit à l'application front-end, quoi. Donc l'installation bien effectuée. Deuxième étape, il faut l'activer. Pour l'activer, on est censé déclarer donc CORS à partir de module et puis utiliser comme middleware. Donc je reviens vers le serveur. Donc je vais déclarer avec const CORS. Je fais appel à require. Pardon. Et par la suite, je fais appel à appuse mon CORS. J'actualise ici. J'actualise la page. Donc peut-être que j'aurai besoin de faire un redémarrage carrément de mon serveur, puisque lui il prend en charge. Donc je reviens vers le serveur. J'arrête carrément le serveur ici. Je relance le serveur à nouveau. J'actualise le front-end. Alors sinon, j'arrête même donc le serveur à ce niveau-là. Je le relance. Alors j'actualise. Là, je crois malgré donc ces différentes modifications qu'on vient de faire, le système n'a pas pu... pourquoi alors? Sachant qu'on vient d'ajouter donc le... alors je vais revérifier. Donc le CORS, il est déjà là. Voilà, il est déjà là. Après, donc, on a demandé au système au niveau de serveur de faire appel à notre CORS. Tout simplement, puisque là, je me suis trompé, il faut faire appel à l'instance, quoi, à l'objet. J'actualise.
Alors, j'ai passé donc mon élément. Alors, ce qu'on est censé alors faire par la suite, on relance carrément les deux serveurs. Là, malgré donc cette modification qu'on vient de faire, bah, les employés sont déjà là. Et puis, le 80-80, il est déjà là. Alors, pourquoi il crache? Sachant que les modifs sont déjà effectués. Donc, l'installation de Corse, elle est déjà là. On les a donc déclarés comme étant un require à partir de notre module. Puis, on a fait appel à notre use pour qu'elle puisse prendre en charge les éléments en question. D'où vient le problème alors? Normalement, il faut que ce blocage sera donc résolu, quoi. Vu qu'on a donné le droit à notre élément d'accéder à ces différents... alors, d'où vient le problème? Donc, il apparaît bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, que useCourse, il permet donc de donner le droit à votre, si vous voulez, front-end, d'accéder aux différents services front-end. Et du coup, je crois que après avoir démarré donc les différents serveurs, il apparaît bien que sur le console, j'arrive à partir de localhost 8080 accéder aux différents enregistrements, à savoir l'enregistrement 1 et puis l'enregistrement 2, et il me donne même donc une information sur la taille des résultats fournis par le backend. Donc la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer donc cette, si vous voulez, affichage. On aimerait bien mettre en place un tableau qui affiche les enregistrements sur la page de navigateur, quoi. Ben, du coup, ce qu'on va faire, c'est que au niveau de notre application, je reviens vers le front-end, plus précisément vers le Vue.js. Après le div, je vais ajouter donc une balise H1 par exemple. Donc à ce niveau-là, on est censé donc afficher liste des employés. Par la suite, donc je vais mettre un tableau avec l'entête. Je mets en place table. Je lui donne un nom puisque je suis censé donc le remplir automatiquement. Du coup, je lui donne le nom tab si vous voulez, comme tableau, et puis un border et bordure. Et puis je mets dedans donc la première ligne qui est la ligne des entêtes. Ça va être ici des TH. Donc on a le matricule. Vous avez juste à côté le nom et puis le salaire. Quand j'actualise la page, donc voilà le tableau, il n'y a que la partie en tête. Maintenant, ce qu'on va faire, on va développer le script. Le script, c'est-à-dire, si tout ça se passe bien, on affiche le résultat sur le console et on est censé remplir le tableau, quoi. C'est-à-dire ajouter des TR et puis ajouter des TD. C'est pour ça, donc on va ajouter le script suivant. On va lui dire parcourir la liste result. À chaque fois que vous trouverez un élément, vous êtes censé donc faire la chose suivante. Vous allez ajouter donc ce qu'on appelle plutôt un R, document create element TR. On va créer des TD pour le mettre le nom, le salaire, et puis on va lui affecter donc des informations et on va les rajouter comme étant des fils à notre TR. Ce qu'on va faire alors, c'est que
On va déclarer une variable const result qui est égale à response.data. Et par la suite, on est censé donc ajouter les différents éléments. Donc on va créer dans un premier temps tr qui fait appel à document.create element tr. J'aurais dû faire la même chose pour les autres éléments. Je vais créer un td mat qui est de type td. Je vais créer donc un td nom pour le nom, ainsi de suite. Un td salaire pour le salaire. Alors par la suite, pour chaque td, donc je dois donner donc un nom, une valeur plutôt avec le inner HTML, inner text plutôt, donc inner text qui permet de changer, c'est comme les setters. Donc ici ça va être result.mat. Voilà. Et je dois l'ajouter par la suite. Donc normalement c'est et par la suite, je dois l'ajouter en quelque sorte à notre, si vous voulez, tr. Dès que je fais appel à tr.appendChild pour ajouter un nouveau fils et j'ajoute le td mat. J'aurais dû faire la même chose pour les autres. J'ai le deuxième, c'est td nom. Je mets ici le nom. Et de même pour le salaire. À la fin, bien sûr, je dois ajouter ce tr à mon tableau. C'est pour ça, donc ça va être tab. Le tableau, on lui a déjà donné un ID. Donc append shield. Et là, vous êtes censé donc lui donner le tr en question. Donc j'enregistre. Ici, il me dit it's not defined. Donc nous, on les a déjà définis quelque part avec l'ID. Alors pourquoi il ne prend pas en charge l'élément en question, sachant que le tableau, on les a déjà définis au départ. Alors, elle a du mal pour trouver donc cet objet ou quoi. On va voir pourquoi. Tab is not defined. Sachant qu'on nous, on les a déjà définis. Donc, si je reviens ici, on a déjà donc table au niveau de la template. Et cette table-là, il est censé donc utiliser donc j'ajoute donc l'attribut name. Pourquoi il fait appel à notre... On a notre template qui est là. On a notre div dans l'ID app. On a notre H1. On a notre table. Dans l'ID, c'est tab. Sinon, je vais l'appeler tab 1. Je change le nom pour voir comment il va se comporter là-dessus. Ce qui va la prendre en charge au nom. Donc, c'est-à-dire que toujours pour lui, le nom est undefined, sachant que nous, dans notre script, on a mis en place donc l'objet en question. Tout simplement, puisque là, deuxième des choses, j'ai oublié en même temps de reboucler sur l'objet en question, puisque sur cet objet-là, result, ça va afficher un seul enregistrement. Je dois donc reboucler, si vous voulez, tant de fois. Donc, c'est-à-dire à ce niveau-là, j'aurais dû faire la chose suivante, for of result. Tant qu'il y a des éléments dans ce result-là, donc tout le contenu qu'on a mis ici, je dois la mettre à l'intérieur.
Et je change donc le result ici par imp. Et là, on a toujours des mal vis-à-vis donc l'objet tab 1, sachant qu'il est déjà déclaré quelque part en haut. Alors pourquoi on n'a pas pu accéder à notre table? Sachant que le tableau il est déjà là, donc table, dont l'ID c'est tab 1. Si j'enlève déjà ça, il s'exécute correctement. Mais bien sûr, il affiche rien, puisque c'est normal, puisque le tab 1 n'est pas pu référencer. Alors, on revient vers notre code. On a notre balise table qui est bien fermée. Peut-être qu'on a un problème au niveau de cette valeur, donc je vais le fermer comme ça. On enlève ça. Alors toujours, puisque nous, on a donné des valeurs partout, différents éléments. On a l'ID, on a donc le name, qui s'appelle lui-même tab 1. Même avec la propriété name, ça donne pas donc grand chose. Alors, pourquoi on n'a pas pu donc peut-être que le problème ça vient du fait que qu'on n'a pas récupéré donc l'élément getElementById. Peut-être que c'est ça le problème, c'est qu'on va lui dire, on va déclarer ici un tab 1. Qui est égal à document.getElementById. Pour notre cas, c'est tab 1. Et ici, je garde tab. Comme ça, donc ça va débloquer la situation. Alors, j'actualise, c'est ça le problème. Et on arrive à afficher donc l'enregistrement correctement. Puisque là, j'arrive à lui dire, récupérer pour moi, j'ai déclaré une variable qui permet de récupérer un enregistrement à partir de son ID, ce qui s'appelle tab 1. Et après, à partir de cet élément-là, je viens d'ajouter un fils. Donc, l'objectif de cette vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vous montrer comment vous pouvez mettre en place un cercle technique qui prend en charge les deux parties de l'application. Le back-end, il est confié à notre Node.js et le front-end, il est confié à notre Vue.js. Et on a vu avec l'intégration de la bibliothèque Axios qui permet d'assurer la communication entre cette partie et celui-là. On a rencontré un problème d'autorisation. On les a donc débloqués via le Corse qui permet de donner la possibilité à notre, si vous voulez, front-end de consommer les différents services développés au niveau de back-end. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en bas de la vidéo. Je veux remercier et à la prochaine.